Avant le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Les tentatives d'apaisement du Premier ministre Manuel Valls n'ont rien changé. La grève des intermittents du spectacle est reconduite, notamment à Montpellier. L'image des félicitations du ministre des Finances au douanier de Marseille après l'interception d'un go-fast et l'arrestation de Médine-et-Mouche. Ce petit coin de paradis au cœur du parc national des Calanques sera peut-être bientôt investi par les oiseaux de nuit marseillais. Une discothèque est en construction. Et à Nîmes, les commerçants veulent éviter le pire. Le prolongement de la ligne 1 du trambus autour de l'Écusson pourrait durer près de 2 ans. La quasi-totalité des spectacles à l'affiche du printemps des comédiens annulés, tout comme la première date du Festival de Marseille. Hier, Montpellier danse en suspens et l'inquiétude qui plane sur le Festival d'Avignon. Depuis le début du mois de juin, les conséquences de la grève des intermittents se font sentir. Un mouvement qui, en frappant les festivals d'été, touche directement au portefeuille. Olivier Roiran. Un conflit qui dure, des spectacles annulés, les intermittents poursuivent leur mouvement. Une pression qui montre l'image précaire de la culture à un moment clé de l'année. Nous savons très bien que, à l'heure actuelle, ce qui compte le plus, c'est l'argent. Le travail des artistes au quotidien, le travail des artistes de l'invisible, le travail des artistes au niveau social, au niveau humain, n'a malheureusement pas une portée économique suffisamment grande pour être entendu. Et donc notre seul endroit de lutte et de mobilisation sont pendant les grands événements, pendant les grands festivals d'été. Des festivals qui souffrent, qu'ils soient grands ou plus modestes, leur rôle économique s'affirme d'année en année. Du coup, l'inquiétude grandit chez les organisateurs. À Villeneuve-les-Maguelones, le premier concert a dû être annulé. Je ne cesse de dire depuis que j'ai créé le festival que culture et économie font bon ménage. Quand j'ai créé le festival, pour tout vous dire, j'étais jeune directeur du tourisme à Palavas-les-Faux dans les années 80 et mon but c'était, à partir d'un événement culturel, permettre d'étaler la saison, puisque à l'époque les vacances étaient 14 juillet 15 août et donc pour nous c'était d'étaler la saison. L'objectif économique était important. Une dimension économique de la culture évidente aussi pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Sur les 4 mois de la saison estivale, les événements culturels, les festivals génèrent entre 15 et 20 millions d'euros de retombées économiques, des recettes qui pourraient paraître. C'est des nuitées, c'est de la restauration, c'est du commerce qui va souffrir. Dans un territoire qui souffre déjà énormément, il nous semble difficile de pouvoir, même si nous ne devons pas faire ingérence dans le conflit, c'est pas notre propos, mais ce que nous disons, c'est que très rapidement, il faut que ces personnes-là se mettent autour de la table pour trouver une solution par rapport à ces 4 mois qui arrivent, car c'est 4 mois importants pour la saison touristique de notre territoire. Et les dernières propositions du Premier ministre sont jugées insuffisantes par les intermittents. Le conflit continue. Patrick Sébastien réagit à ce conflit. L'animateur sera à Montpellier demain pour le concert de la fête de la musique de France Télévisions avec une grande scène installée sur la place de la Comédie. Les intermittents auront justement un temps de parole pendant l'émission. Il y a 2 choses. Il y a d'abord que les intermittents, ils ont des familles, ils ont des enfants, et que la famille, ça bouffe pas par intermittence, ça bouffe tous les jours. Et que je trouve qu'il serait quand même mieux de se battre plus pour un métier que pour un statut. C'est-à-dire pour qu'on bosse, qu'on ait du travail. Qu'ils aient du travail, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est du travail surtout. Là, ils bossent pour conserver leur... Après, les excès, on les connaît tous dans ce métier, on sait exactement où sont les excès, qui en profite, et il faut s'en prendre aux excès, mais pas au système général. Vers un retour à la normale sur les rails. Après 10 jours de grève, la SNCF prévoit une amélioration significative des conditions de circulation dès demain matin. Les organisations syndicales ont voté aujourd'hui la reprise du travail. Ce mouvement contre le projet de réforme ferroviaire a été le plus long conflit à la SNCF depuis 2010. Ils ont intercepté un go-fast qui convoyait 500 kilos de cannabis et arrêté Médine-et-Mouche, l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Ces douaniers, le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, les a décorés aujourd'hui à Marseille. Sidonie Canetto s'est rendue sur place. Voilà, vous voyez là-bas au travail une équipe maître chien anti-stup. C'est ici où les contrôles douaniers ont eu lieu aujourd'hui qu'un go-fast a été intercepté le 27 avril dernier. Le péage de Lançon-de-Provence, lieu de convergence des trafics de stupéfiants, d'armes et de blanchiment d'argent. Marseille est un lieu de carrefour, y compris des carrefours autoroutiers. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contrôles sur cette voie-là, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de trafic. La zone Provence n'est qu'une zone dite de transit. Les marchandises au départ de l'Espagne ont
ont pour destination l'Italie. Si les cylindrées utilisées par les contrevenants sont toujours aussi puissantes, leurs méthodes tendent à changer. Les GoFast aujourd'hui essaient d'avoir des allures tout à fait modérées, de façon à ne pas se faire repérer, et conservent toujours donc beaucoup de puissance pour pouvoir se défaire d'un contrôle quand il arrive. En 2013, ce sont 85 tonnes de cannabis qui ont été interceptées par les douaniers de Provence. On dit souvent que Marseille manque de lieux de nuit. Il y en a un justement en construction sur la route des Goudes, mais là où ça coince, c'est que c'est en plein cœur du parc national des Calanques. Des travaux qui suscitent l'inquiétude des riverains. L'histoire rappelle celle d'une autre discothèque marseillaise. Les détails avec Marguerite Kioch. Il y a 4 ans, la discothèque La Maronnaise était détruite pour non-respect de la loi littorale. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de là, à l'Escalette, un nouvel établissement est en train de sortir de terre. On voit ici les piliers d'un futur dance floor en plein air. Pourquoi ce monsieur s'approprie du domaine maritime? Moi je me pose des questions. Pourquoi il s'approprie cette calanque? Pourquoi les riverains et plus largement tous les Marseillais ne peuvent plus accéder à cette calanque? Le propriétaire a obtenu des autorisations de la mairie en 2008 pour aménager un ancien restaurant à l'intérieur de ce blocos. Mais avant d'ouvrir un bar dansant en plein cœur des Calanques, il faut obtenir l'autorisation du parc national. C'est pas vraiment a priori une activité qui est digne du cœur de parc, c'est-à-dire qu'on a des règles en termes de lumière, en termes de son, aussi en termes de travaux, et puis donc la charte doit être respectée. La mairie est en train d'étudier les autorisations de travaux, mais le maire de secteur, UMP, lui aussi se dit plutôt favorable à l'ouverture d'un établissement festif sur ce littoral. Je ne peux pas passer mon temps, comme d'autres élus, à dire il faut des lieux festifs. La jeunesse marseillaise nous les demande, la jeunesse marseillaise se plaint de ce que cette ville est morte le soir. Et en même temps, à chaque fois qu'on me fait une proposition, dire non, il faut préserver les riverains. Il faut chercher, trouver un équilibre. Et puis on peut avoir des établissements de nuit qui sont gérés de façon parfaitement régulière, qui font notamment très attention au bruit, avec des techniques modernes. En plus de l'aspect environnemental et des nuisances, les riverains s'inquiètent des voitures qui encombreraient l'unique voie qui mène au Goudes. Les autorités devraient donner leur décision à la fin du mois. À Nîmes, l'extension du tracé du trambus en centre-ville n'en finit plus de causer la colère des commerçants. Les travaux vont durer 20 mois et mettre en péril l'avenir de certains magasins. Ils débuteront en janvier prochain. Les explications d'Olivier Michel. Le snack de Michel va être impacté par l'arrivée du trambus et il le sait. Une station est prévue devant chez lui et va grignoter sa terrasse. Quant aux travaux qu'il a déjà vécus en 2011, avant qu'ils ne soient stoppés, il les redoute tant qu'il envisage de fermer temporairement, de mettre au chômage technique ses 3 employés, le tout sans faire appel à la commission d'indemnisation. Nous avons eu tout un amas de gravats qui se trouvait devant notre établissement et ça faisait à peu près 3 ou 4 mètres de haut et ce pendant plus d'un gros mois. Donc ça veut dire que l'activité commerciale a été complètement inexistante et on a eu une indemnité, mais une indemnité qui n'a jamais couvert tous les frais que nous avons engendrés. Donc moi je vais avoir recours au chômage technique et je fermerai le magasin, certainement. Commerçante en centre-ville, Stéphanie ne peut prétendre à une indemnisation qui ne concerne que ceux situés sur le tracé, alors elle redoute cette nouvelle échéance. En 2011, son chiffre d'affaires avait baissé de 30%. Le fait de fermer l'accessibilité au centre-ville, ça a été terrible la première fois. Donc on voudrait être sûr que tout soit bien organisé, bien pris en charge, bien concerté avant, pour qu'on souffre le moins possible et qu'on ne soit pas obligé de se retrouver dans des situations comme on s'est retrouvé il y a 3 ans où beaucoup de commerces sont fermés. Si les travaux ne sont pas remis en cause, c'est la manière de les mener qui inquiète, d'où la volonté de l'association Terre de Commerce de bien sensibiliser les commerçants à l'heure de l'enquête publique. Ce que je veux, c'est que les gens sachent exactement ce qui va se passer. Non pas comme ça s'est passé précédemment où les gens ont été devant une situation de fait accompli quand ils ont eu les palissades et les bulldozers. L'enquête publique va durer jusqu'au 18 juillet. Quant aux travaux, ils devraient débuter en janvier 2015 et durer 20 mois. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Charlotte Palot.
Comme attendu, l'Elysée a rendu son verdict aujourd'hui dans le dossier Alstom. Le gouvernement a choisi d'entrer dans le capital de l'entreprise à hauteur de 20% en rachetant 2/3 de la participation de Bouygues. Cette opération se fait dans le cadre d'une alliance avec l'américain General Electric qui a été préféré à ses concurrents Siemens et Mitsubishi. Le rapporteur du Conseil d'État préconise de cesser le maintien en vie de Vincent Lambert. Ce jeune homme de 38 ans, devenu tétraplégique après un accident de la route, s'est fait l'incarnation du débat sur l'euthanasie. Un débat qui divise même au sein de sa famille puisque sa femme, 6 de ses frères et sœurs ainsi que ses médecins se sont prononcés en faveur de l'arrêt des soins. En revanche, les parents de Vincent Lambert refusent cette perspective. La décision sera rendue mardi prochain à 16h. 10e jour de grève à la SNCF, la mobilisation s'essouffle dans plusieurs villes de France où les cheminots ont voté la suspension du mouvement. Les villes de Poitiers, Toulouse, Strasbourg, Agen restent mobilisées, tout comme les gares parisiennes de Saint-Lazare, la gare du Nord, de l'Est et la gare Montparnasse. Pour rappel, le premier article de la réforme ferroviaire a été adopté hier par les députés. Après la culture en 2013, Marseille veut maintenant devenir la capitale européenne du sport en 2017. Aujourd'hui, le président de l'association Capitale européenne du sport était en visite à Marseille. La ville a-t-elle ses chances? Qu'est-ce que ce label peut apporter? On fait le point avec Julien Desvages. L'objectif est affiché en grand sur le fronton de l'hôtel de ville. Marseille, capitale européenne du sport. Un nouveau concept qui rappelle forcément ce qui s'est passé en 2013. Pourtant, ici, il ne s'agit pas d'un titre attribué par l'Union européenne, mais plutôt d'un label décerné par une association. Un événement de moindre ampleur, donc, destiné à promouvoir le sport dans une ville de plus de 500 000 habitants. Et selon le fondateur de ce label, ça marche. Le nombre de sportifs a augmenté très fortement dans les villes qui ont été capitales européennes du sport. À Madrid, il y avait 23% de sportifs avant 2001. Ils sont 40% aujourd'hui. Le label de capitale européenne du sport est décerné en fonction de certains critères relatifs au nombre d'infrastructures sportives, mais aussi à leur accessibilité, par exemple. Dans ces domaines, les polémiques ne manquent pas à Marseille. Pendant la campagne des municipales, la majorité a notamment été attaquée sur la question des piscines. Nos piscines, on en a fermé 10 sur 22 ou sur 23 en 6 ans, que les vestiaires des stades et des gymnases sont dans un état catastrophique. Donc je dis ok pour la capitale européenne du sport si ça sert à remettre tout ça à niveau. Et c'est justement l'objectif clairement affiché par Jean-Claude Gaudin. La capitale européenne du sport n'est qu'un label sans dotation, mais un label qui devrait permettre à la ville de trouver de nouveaux financements privés ou publics. C'est sûr que nous avons des équipements qui sont superbes, nous en avons d'autres qui le sont moins. Ce sera une occasion de faire un effort dans ce domaine-là. Pour obtenir ce label de capitale européenne du sport, Marseille n'a plus qu'une seule rivale, la ville de Sofia en Bulgarie. Le vainqueur sera désigné début octobre.